Vous le savez autant que nous, la semaine dernière, les chefs d'État de la zone CEMAC se sont donné rendez-vous à Yaoundé. Précisément, on parlait de l'unité. Et entre autres questions sur leur table figuraient le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, ainsi que les crypto-monnaies. Nous en parlons avec Daniel Eyinga derrière les machines. Georges Salah, c'est mon nom. La supervision est une affaire du docteur Henri-Yves Alain Eyou. Pour évoquer ces questions, nous recevons en premier Stéphane Tadoum. Il est responsable du développement Afrique et Europe chez Rock Study. Il va nous corriger tout à l'heure, consulting pour ce qui est de la prononciation. Il est également auteur. Il a commis l'ouvrage qui est un best-seller, Initiation à la crypto-monnaie. Vous êtes une voix connue et même un visage connu des auditeurs, des internautes de Rad FM, puisque par le passé, vous avez assuré la visibilité, la communication de cet ouvrage, mais c'est toujours avec un égal plaisir que nous recevons Stéphane. Bonjour, bienvenue, vous rapprochez du micro. Bonjour Georges et merci de m'avoir invité. C'est une grâce d'être parmi vous aujourd'hui. On commence par se rassurer de votre santé. Vous allez bien et l'ouvrage, on en profite également pour en parler. Je me porte excellemment bien. L'ouvrage se porte également très bien parce qu'aujourd'hui, il est disponible déjà en Côte d'Ivoire et il est également disponible à l'international à travers Amazon. Donc, n'importe où que vous soyez de par le monde, vous pourrez l'obtenir. Avec le titre « Initiation à la crypto-monnaie », on voit là un chiffre juste après 1. Est-ce à dire que c'est le tome 1 et que d'autres arrivent par la suite? Absolument, absolument. Ok, l'ouvrage il est disponible. Comment est-ce qu'on procède pour l'avoir? D'abord son contenu. Alors, parlant du contenu, il faut savoir que fort de pratiquement 6 ans d'expérience dans le domaine des cryptos, je me suis fait arnaquer tellement de fois et après je me suis mis à faire des recherches, des formations concernant le domaine et puis j'ai constaté évidemment qu'il n'y avait pas de documents, il n'y avait pas de contenu qui pouvait aider les Africains à comprendre ce que c'est réellement. Voilà pourquoi je me suis lancé dans l'écriture de ce document, qui n'est pas un livre de littérature, mais d'éducation, parce qu'il est constitué également d'exercices pour aider des personnes à réellement intégrer et mieux appliquer, évidemment, ce qu'ils ont pu apprendre dans le document. Donc, le document, c'est véritablement un guide pour initier toute personne qui voudrait, n'est-ce pas, s'investir dans le domaine des crypto-monnaies et aussi et surtout de la blockchain. Avec ce sous-titrage, le guide du débutant, justement, quelle catégorie de personnes devraient s'en procurer? Toute personne, comme je disais tantôt, s'il faut citer, il faut savoir que c'est un domaine aujourd'hui qui intéresse toute personne qui veut entreprendre, qui voudrait avoir des sources de revenus complémentaires. Mais si on part encore plus loin, on prend un domaine tel que la blockchain, il y a de nombreux métiers qui sont des métiers d'avenir dans ce domaine. Ça veut dire que des personnes, par exemple, même des élèves du lycée et encore des étudiants, sans oublier les décideurs et les managers et surtout nos responsables d'administration qui sont appelés à réguler, qui devraient réellement comprendre de quoi il s'agit. Peut-être pas en profondeur, mais de manière empirique, pour apporter une régulation qui est réellement adaptée aux réalités de cette nouvelle technologie. Comment on procède pour avoir l'ouvrage d'initiation à la crypto-monnaie tome 1? Alors, pour avoir l'ouvrage, comme je disais, si on est à l'international, on peut l'avoir sur Amazon. Si vous allez sur Amazon, vous tapez Initiation à la crypto-monnaie. Même si vous tapez sur Google, Initiation à la crypto-monnaie, Stéphane Tadoum, vous allez pouvoir commander votre ouvrage. Je pense qu'il coûte en ce moment 15 $, sur Amazon en version papier. Mais vous pouvez encore avoir la version numérique qui coûte pratiquement moins de 5 € également sur Amazon. Mais si vous êtes au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, il faudrait contacter le numéro WhatsApp 00237 94 694, oui. Oui. 694 87 23 30. On va aller posément avec le numéro, oui. 694 87 87 30. 23 30. On reprend le numéro 694 87 23 30. 694 87 23 30. Cela sous-entend que
la personne est servie sur place. Oui. Et vous avez donné les prix en dollars et en autres monnaies, en francs CFA. 10 000 francs la version papier, qui est en promotion en ce moment. D'ici la fin du mois, ça va repasser à son prix habituel, 15 000 francs. Et disons 7 000 francs la version numérique. Bien. On va donc prendre la photo sonore, la première du genre, pour planter le décor. Cet extrait des discours du président Paul Biya du Cameroun, qui justement était le président sortant en exercice de cette communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Là, nous étions au Palais de l'Unité à la faveur de la 15e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Je suis très heureux de vous accueillir de nouveau à Yaoundé dans le cadre de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Celle-ci se tient pour la première fois en présentiel depuis novembre 2019 en raison, comme vous le savez, de la survenue de la pandémie du coronavirus. Au nom du peuple camerounais et à mon nom personnel, je vous souhaite, ainsi qu'aux délégations qui vous accompagnent, une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au Cameroun. C'était donc l'adresse du chef de l'État à l'endroit de ses pairs de la zone Afrique centrale. Nous étions le vendredi 17 mars à Yaoundé. Je suis avec Stéphane. On va commencer par prendre l'aspect qui est celui de la monnaie, le franc CFA. Première observation, il n'y a pas d'informations de conclusion précise pour ce qui est du communiqué final pour la question du franc CFA. Déjà, vous, en tant qu'Africain, le fait qu'un sujet comme celui-là soit pratiquement ignoré par les décideurs de la zone, quel est le ressenti que vous avez? Quel est le sentiment que vous éprouvez? Quelle analyse que vous avez? Vous savez, généralement sur des plateaux, j'aime pas toujours parler d'un certain nombre de sujets parce que vous savez, moi je considère que c'est beaucoup politique et qu'à la fin, généralement, de tout cela, on a perdu du temps aux auditeurs ou aux téléspectateurs. Mais je voudrais dire que pour ce qui concerne le franc CFA, il est clair qu'en ce moment, c'est un sujet, je dirais pas tabou, mais très délicat. Très délicat parce que nous tous on sait qu'en réalité, en ce qui concerne la souveraineté même de cette monnaie-là, il y a beaucoup à dire. Moi, je voudrais pas beaucoup épiloguer là-dessus, mais je voudrais tout simplement que vous sachiez que j'ai dû écouter dans une chaîne étrangère, qui est une chaîne française, je ne vais pas donner le nom ici. On disait évidemment qu'à la suite de cette conférence, il y a des rumeurs selon lesquelles il y aurait un document dans lequel il y a 3 principaux points qui ont été proposés, qui ont été prescrits évidemment au chef d'État par rapport à cette question, à savoir changer la dénomination de cette monnaie et aussi évidemment de restructurer l'organisme qui est chargé de réguler, d'organiser cela, contrôler, c'est-à-dire la BEAC. Et voilà, donc le 3e point évidemment, ça concerne toujours le franc CFA, mais ce n'est pas clair. Donc, je voudrais pas commenter des rumeurs, mais c'est dire que peut-être si officiellement rien n'a été dit, je pense que officieusement un certain nombre d'activités sont en train de se mener pour que la sous-région puisse peut-être prendre véritablement le contrôle de ce qui l'appartient dans ce sens. Voilà. Une sous-région qui compte en son sein l'actuel président d'exercice de la Centrafrique, le professeur Faustin Archange Touadéra, qu'on va écouter. On garde au chaud, on garde frais cette question du franc CFA qui a des relents panafricanistes, nationalistes, etc. pour parler de cet élément qui certes fait ses premiers pas dans notre pays, qui fait ses premiers pas
en Afrique et dans le monde, mais qui est d'une importance capitale. C'est un propos, un extrait d'une conférence de presse pour ce qui est du lendemain de cette rencontre, professeur Akanj Touadéra, au micro de confrères de Radio France Internationale. Il parlait justement de ces crypto-monnaies. C'est un sujet qu'on ne peut pas élaguer comme ça. Aujourd'hui, dans tous nos pays, les crypto-monnaies circulent. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui qu'on met ça de côté. Ce sont des nouvelles réalités qui n'étaient pas prises en compte. Donc il est tout à fait normal que notre communauté puisse réfléchir à trouver des voies pour encadrer ce dispositif. Bien. C'est donc le professeur Akanj Touadéra qui a pris les rênes de la CEMAC en tant que président en exercice, et on saisit la balle au bon pour évoquer ces questions-là. Et on note que, justement, avant cette rencontre, Bangui semble avoir dévancé les autres capitales sous-régionales, puisque depuis quelques années, je ne vous apprends rien, cette partie de l'Afrique s'est engagée vers les crypto-monnaies. Absolument, Georges. Vous dites de la sous-région, moi je dirais même du monde entier, parce qu'il faut dire qu'après El Salvador, la République centrafricaine est le deuxième État au monde à pouvoir... Deuxième État au monde. Le deuxième État au monde à pouvoir faire du Bitcoin une monnaie qui peut être utilisée légalement autant qu'on utilise le dollar aux États-Unis ou le franc CFA dans la sous-région. Donc c'est véritablement une initiative à saluer parce que ça montre là un certain leadership, mais aussi ça montre une nouvelle classe de leaders dans notre sous-région qui ont compris que pour pouvoir porter le potentiel de ce groupe-là vers l'avant, pour pouvoir rehausser notre sous-région, il faudrait également miser sur la technologie, et la crypto-monnaie est l'une des technologies phares qu'il faudrait prendre en compte si on veut véritablement se positionner et avoir une place de choix au niveau continental, dans le domaine de l'économie et même dans d'autres aspects. Oui, c'est vrai qu'en même temps c'est beau, mais c'est intriguant. C'est pas tous les jours que les Africains jouent les premiers rôles pour ce qui est du leadership. Pour vous, qu'est-ce qui fonde ce leadership, cette première place pour cette fois avec est-ce que c'est la formation académique du professeur Faustin Akanj Touadéra, puisque à la base on le rappelle c'est un enseignant de mathématiques ou d'économie, quelque chose du genre? Évidemment, il est clair qu'on ne peut pas élucider le fait, qu'on ne peut pas mettre de côté le fait que c'est un mathématicien. Et quand on parle de crypto-monnaie, en l'occurrence de Bitcoin, il y a forcément des formules mathématiques. Mais je vais aller plus loin. Beaucoup de personnes aujourd'hui, je suis un peu dérangé lorsque j'écoute les médias, et dans les médias africains, on parle seulement de Bitcoin, comme si le Bitcoin en lui-même pouvait changer la situation économique d'un État. Non, je voudrais attirer votre attention sur un fait important. C'est que si le professeur a légalisé le Bitcoin, après, il a initié un projet, je ne sais pas, les gens n'ont pas tellement parlé à l'échelle continentale, qu'on appelle le projet Sango, qui est un projet pour mettre en pratique justement la technologie qui est derrière le Bitcoin, c'est-à-dire la blockchain et ses applications. Et ce projet, justement, est fondé sur 4 piliers pour aider à développer l'économie centrafricaine, notamment, premièrement, la monnaie, une monnaie numérique, une crypto-monnaie qu'il voudrait utiliser au même titre que le CFA, le Sango Coin, oui. Évidemment. Deuxième élément, la citoyenneté par l'investissement, c'est-à-dire qu'à travers ce projet, il donne la possibilité aux étrangers de venir investir dans ce Sango Coin-là, justement, et d'avoir en retour la citoyenneté. OK? Et cette citoyenneté qui va leur donner un certain nombre d'avantages. Peut-être nous allons parler de cela plus tard. Le troisième élément, c'est la e-résidence. C'est-à-dire qu'il donne également la possibilité aux étrangers d'investir dans ce e-coin pour avoir la e-résidence. Et qui dit avoir la e-résidence dit bénéficier des avantages comme l'exonération au niveau des droits et taxes en ce qui concerne la création d'entreprises. Et surtout, il a mis en avant un élément fort que l'Afrique devrait développer son potentiel naturel en termes de ressources. Parce que le 4e pilier de ce projet, c'est évidemment l'exploitation au niveau des terres et au niveau des ressources naturelles, où il donne la possibilité aux investisseurs étrangers, ici je ne parle pas d'entreprise, aux personnes individuelles, vous comme moi, n'importe où de par le monde, de vouloir investir dans les ressources naturelles telles que le diamant, le cobalt, l'or, l'uranium, tout ce qu'on sait
que la Centrafrique a en abondance. Et vous voyez que c'est un projet en réalité qu'il développe pas en mettant en application seulement le Bitcoin. Bien que cette monnaie numérique-là devrait avoir comme réserve le Bitcoin pour la soutenir, le projet en réalité a été mis en place pour pouvoir non seulement mettre en application le potentiel de la technologie blockchain, comme je dis, mais surtout pour pouvoir booster l'économie de la République centrafricaine. Et c'est ça réellement qu'on voudrait voir nos leaders faire aujourd'hui. Pas tout simplement prendre 3, 5, 10 ans pour réguler ou pour observer ou pour lutter contre, mais pour initier des projets, même si certains diront que le président Faustin a mis la charrue avant des bœufs. Moi, je voudrais dire qu'il n'y a pas de meilleur apprentissage qu'en expérimentant. Donc, en expérimentant, il devrait évidemment définir des politiques de régulation qui sont claires et qui traitent de la réalité. Contrairement à d'autres États qui veulent tout simplement réguler ce que beaucoup de dirigeants ne comprennent ou ne connaissent même pas, ou qui veulent réguler ce qu'eux-mêmes ils n'ont pas implémenté. Je pense qu'on devrait saluer le leadership de la Centrafrique qui, à travers cette initiative, s'est fait connaître dans des États dont des personnes n'avaient jamais entendu parler de l'Afrique, juste à cause de cette initiative. Bien. Vous avez évoqué ces responsables qui n'ont pas une grande connaissance de ces questions. Je vous confie que je suis logé à la bonne enseigne. Je suis parmi ces personnes qui sont ignorantes. Et il y a ces mots qui reviennent à chaque fois. Crypto-monnaie, Bitcoin, blockchain. De manière simplifiée, ça renvoie à quoi? Est-ce que c'est un ensemble dans lequel on retrouve... Ce sont des synonymes? Bref, éclairez notre lanterne. Alors, pour faire simple, je vais donner une explication pas technique. Déjà, je voudrais vous faire savoir que je ne suis pas un ingénieur, si j'ai pu écrire un livre à la base. Donc, c'est à dire que ce sont des concepts simples. Peut-être pour commencer par l'histoire. Sachez qu'en 2008, il y a eu une crise financière, la crise de l'immobilier aux États-Unis. Et donc, cette crise a montré d'une certaine façon la faiblesse des banques. Et un individu qui jusqu'à aujourd'hui est anonyme, à savoir Satoshi Nakamoto, a écrit un protocole et publié sur Internet un document qu'on appelle un livre blanc qui était constitué d'un code pour pouvoir miner, c'est-à-dire produire une monnaie cryptée ou numérique, si vous voulez, qu'on appelle le Bitcoin. OK? Maintenant, la question, c'était de savoir c'est quoi le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est une monnaie digitale ou numérique, comme vous voulez, qu'on peut utiliser comme moyen d'échange au même titre que le CFA. Comment, je voudrais expliquer encore pour aller dans de petits détails. Voici 1000 francs CFA. OK? La différence entre 1000 francs CFA et le Bitcoin, c'est que le Bitcoin n'est pas visible. Le Bitcoin n'est pas physique. On l'utilise à travers des terminaux tels qu'un téléphone portable, un ordinateur ou d'autres outils qui sont en train d'être développés que vous pourrez utiliser dans les supermarchés et autres pour pouvoir faire des transactions de manière digitale. Donc, c'est une technologie en réalité que Satoshi Nakamoto a proposée au monde pour lutter contre les déficits ou pour apporter un plus au déficit qu'on a constaté au niveau des établissements bancaires. Et aussi, Satoshi Nakamoto a mis en avant le fait que les transactions de rémittance, par exemple, de transfert d'argent d'un pays à un autre, on sait que l'essentiel de l'économie de certains pays africains est aussi basé sur les transferts qui viennent de la diaspora. Et il a remarqué que justement, lorsque vous utilisez des sociétés que nous tous on connaît pour faire des transferts d'argent depuis l'étranger vers vos pays, c'est coûteux. C'est extrêmement coûteux et aussi ça perd du temps. Et donc, voilà pourquoi il a créé le Bitcoin qui permettrait de faire des transactions rapidement, facilement, sans avoir besoin de passer par un tiers. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est décentralisée. Maintenant, vous avez parlé également de la blockchain. Oui. Et justement, je voudrais que de plus en plus, je profite de cette antenne pour appeler à tous vos confrères et à tous nos dirigeants à l'échelle continentale de baser l'attention de plus en plus sur ce que je vais dire tout à l'heure, c'est-à-dire la blockchain. La blockchain, c'est la technologie derrière le Bitcoin. La technologie n'est pas nouvelle. La blockchain, en réalité, c'est quoi? La blockchain, c'est un registre numérique décentralisé. Pourquoi décentralisé? Parce que c'est un registre qui permet de stocker des fichiers, mais pas dans une base de données centrale. Je vous donne une explication simple.
lorsque vous allez dans une banque, lorsque vous faites un dépôt, les informations relatives à votre dépôt ou à toutes vos transactions sont centralisées dans une base de données. OK? Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est centralisée. Maintenant, il faut savoir que le problème, c'est que si un pirate voudrait attaquer la base de données, il suffit qu'il travaille un peu, il pourrait aisément trouver une vulnérabilité. Et aussi, c'est de savoir que l'ensemble des informations que les banques et toute autre organisation, je n'ai rien contre les banques, c'est juste un exemple, et toute autre organisation collecte, elles les détiennent, elles peuvent les utiliser pour beaucoup d'autres choses. On connaît des organismes ici dehors qui vendent ces informations. Mais la blockchain vient pour empêcher tout cela. C'est-à-dire qu'elle vous permet de posséder vos données. La blockchain, c'est quoi en réalité? C'est un ensemble d'ordinateurs. C'est-à-dire, au lieu d'être cette banque qui a sa base de données focalisée, la blockchain est un ensemble de milliers d'ordinateurs qu'on appelle des mineurs, des gens qui, eux, sont là pour vérifier les opérations et de pouvoir les valider. OK? Donc, de manière globale, sans entrer dans des termes techniques, la blockchain est comme un livre. C'est un registre dans lequel on enregistre des opérations. Mais ces opérations peuvent être visibles par l'ensemble des acteurs, des milliers de personnes, des millions de personnes qui sont connectées au réseau à temps. Qu'est-ce que ça apporte en plus par rapport à l'ère de la centralisation? C'est qu'avec la blockchain, les données sont sécurisées. Je vous ai dit pourquoi. Parce que c'est difficile d'attaquer un système qui est contrôlé par des millions de personnes. Les données sont transparentes parce qu'avec son système de sécurité de cryptage ou avec sa technique de langage de la cryptographie, c'est difficile pour un hacker de pouvoir briser les codes. Et troisièmement, j'ai parlé de la transparence, de la sécurité. Donc comprenez ici que la blockchain apporte non seulement la possibilité aux gens de contrôler leurs données, mais de rendre ces données transparentes, de rendre ces données sécurisées. Et ça peut aider dans de multiples domaines. Comprennent. Aujourd'hui, on parle seulement du Bitcoin, mais je peux vous parler du potentiel de la blockchain dans le domaine médical, dans le domaine du tourisme, dans le domaine du sport, dans le domaine du divertissement, de la musique, dans le domaine... Je vais vous donner un exemple. La blockchain a des milliers d'applications. Je vais vous donner juste un exemple pour me poser cette question. Est-ce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des tokens non fongibles, des NFT, qui sont l'une des applications de la blockchain, qui sont vendus aujourd'hui à des millions de dollars. Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, a vendu son premier tweet, le premier tweet de Twitter sous forme des NFT à plus de 3 millions de dollars. Je dis un tweet, la photo d'un tweet. Tout simplement parce que c'est la puissance de la nouvelle technologie. Et je sais une chose, à chaque fois qu'il y a transfert de technologie, il y a transfert de masse monétaire. Je voudrais qu'aujourd'hui, on parle plus de technologie que de Bitcoin seulement et crypto, parce qu'il y a plus que ça. Bien. Ce que j'ai retenu, vous allez me corriger si je ne suis pas sur la bonne voie, vous me recadrez. La Bitcoin est cette monnaie digitale numérique, la blockchain, c'est cet ensemble de données, une sorte d'annuaire. Maintenant, la crypto-monnaie, ou alors, c'est tous ces éléments qui renvoient à la crypto-monnaie. Vous savez, beaucoup de gens confondent Bitcoin et crypto-monnaie. Le Bitcoin, c'est la mère des cryptos. En fait, si on dit la crypto, c'est la mère des crypto-monnaies. C'est la première crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, si vous allez... Il existe plusieurs autres. Il y a plus de 15 000 crypto-monnaies référencées à travers un agrégateur qu'on appelle CoinMarketCap ou CoinGecko. Si vous tapez CoinMarketCap ou CoinGecko sur Google, vous allez pouvoir avoir toutes les informations dont vous avez besoin, tout du moins sur l'ensemble des crypto-monnaies qui ont été répertoriées. Et je dis, c'est par dizaines de milliers. Et la capitalisation, l'une des plus grosses capitalisations qu'on a eues avant d'avoir ce qu'on appelle le bear market, c'est-à-dire la chute, c'était que ce marché est allé à plus de 2 trillions de dollars, c'est-à-dire plus de 2000 milliards de dollars. Bien. Et je voudrais, vous avez évoqué, et je pense c'est la figure de ce pionnier dans les crypto-monnaies qui fait la première de couverture de votre ouvrage. Le chinois, le nom m'échappe. Il est l'asiatique. Il est de quel pays? Et cette question également d'extension, pourquoi dans son propre pays, cette crypto-monnaie ou alors ces bitcoins n'ont pas été retenus comme étant la monnaie désormais utilisée? Pourquoi apparemment dans son propre pays, à moins que vous nous disiez qu'il est du Salvador? Premièrement, il faut savoir qu'on ne sait pas quelle est la nationalité de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, ce n'est qu'un pseudonyme.
d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc, en réalité, peut-être la CIA ou le FBI sait, mais en réalité, officiellement, on ne connaît pas quelle est la personne ou le groupe de personnes. Il a juste utilisé un pseudonyme. Maintenant, je voudrais, et justement, c'est bien que vous ayez posé la question de savoir pourquoi le Japon ou la Chine. Vous allez comprendre une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un transfert de technologie, il y a un combat pour avoir le leadership. Et les petites nations qui n'analysent pas cela vont se perdre, vont vouloir prendre les décisions telles qu'elles ont vu les États-Unis ou la Chine prendre et vont se perdre. Je voudrais apporter certains éclaircissements. La Chine ou l'Asie de manière globale, prenons la Chine en l'occurrence, parce que le Japon fait presque la même chose. La Chine, en 2022, a sanctionné le Bitcoin, ok? Disant que les populations ne devraient plus utiliser le Bitcoin. Mais je vais attirer votre attention sur un fait. Je voudrais attirer votre attention que selon les statistiques, ces dernières années-là, la Chine fut le pays où on a miné le plus, c'est-à-dire on a eu plus de stations de production de Bitcoin. Vous êtes d'accord? Et en plus, je vais attirer votre attention sur un fait. C'est de comprendre qu'officiellement, même aux États-Unis, le Bitcoin n'est pas tellement le bienvenu dans tous les États, mais c'est de savoir que le président Joe Biden, l'année passée, a publié un document où il a demandé à son gouvernement de mener des études approfondies et de lui faire des propositions. Je résume, pour que les États-Unis puissent prendre le leadership en ce qui concerne cette nouvelle technologie. Donc, je voudrais attirer votre attention sur un fait. Peut-être officiellement, ces médias disent que, ou ces pays ou gouvernements disent que voilà, ils sont contre le Bitcoin, mais je vais vous rassurer qu'officieusement, il y a de centaines de projets, je pourrais citer plus tard, que l'Asie, l'Amérique et beaucoup d'autres pays sont en train de développer. Mais alors, le Japon, peut-être pour vous apporter un élément d'information, le Japon comme le Nigeria ou comme la Tanzanie et beaucoup d'autres pays, même l'Europe, sont en train d'explorer une possibilité de ce qu'on appelle CBDC, Central Bank Digital Currency, ou monnaie numérique de banque centrale, pour pouvoir avoir plus de contrôle sur cette affaire. Peut-être ils refusent le Bitcoin pour sa volatilité, mais ils voudraient créer un instrument qui est toujours une crypto-monnaie, peut-être plus stable, qui va leur aider à réellement prendre avantage de cette nouvelle technologie. Ok, on va également accueillir avec grande considération Francis Bichoka, qui est un expert dans ces questions-là. Par ailleurs, auteur, vers la fin de la production, on pourra placer un ou deux mots sur son ouvrage, le dernier. Francis, merci d'être des nôtres. Merci à vous, je m'excuse pour le retard. Merci à mon copanéliste et à tous vos nombreux auditeurs à travers la ville. Avec vous, on a commencé à évoquer ces questions de crypto-monnaie. Pendant que vous étiez en train de vous installer, je posais la question qui est celle de savoir, justement, à notre ami Stéphane Tadoum, le fondateur, le créateur, l'initiateur de cette Bitcoin, les crypto-monnaies, etc., quelle est sa nationalité. Il me faisait observer que jusqu'ici, à date, on ne connaît pas sa nationalité. Est-ce qu'un tel détail est de nature à rassurer? C'est-à-dire, on s'engage dans un couloir, on ne connaît pas, on n'arrive pas à situer la personne. C'est mieux quand on sait que, bon, Georges Sala, c'est un Camerounais. En tout cas, peut-être je me trompe. Oui, disons que le créateur, si vous voulez, du Bitcoin, c'est une personne qui a décidé de rester anonyme. Déjà parce que certainement peut-être c'était quelqu'un qui était connu et donc en se dévoilant ça pouvait lui apporter un certain nombre de problèmes, mais également en même temps ayant voulu faire du Bitcoin une monnaie décentralisée, donc qui n'est contrôlée par aucun État, par aucun groupe. Il fallait effectivement aussi peut-être rester anonyme pour que la monnaie puisse garder effectivement l'esprit de son concept, de sa conception, qui était en fait au départ une voie de contournement des crises financières, parce que c'est à l'issue de la crise financière de 2008 aux États-Unis notamment, que les gens se sont rendus compte que mettre l'argent chez les banquiers, ils ont l'argent, ils peuvent spéculer avec, ils peuvent faire tout genre de transactions et ils peuvent même occasionner volontairement des crashs. Donc il s'est dit qu'une monnaie qui n'est pas contrôlée par les banques, qui n'est pas contrôlée par un individu,
peut être une meilleure garantie en termes de sécurité. Et il a utilisé dans une technologie de cryptage qui existait déjà. Donc je crois qu'il a un nom de code, je crois que c'est Satoru Yamamoto, enfin quelque chose comme ça. Mais maintenant au niveau de la confiance, il y a effectivement un problème parce que la monnaie a 3 fonctions principales. C'est une unité de compte qui permet de donner la valeur à une chose. C'est une unité de réserve de pouvoir d'achat. Et c'est une unité d'échange pour faire des transactions. Or, lorsque vous avez une des fonctions de la monnaie qui est l'échange, qui est très faible, parce que les gens échangent très peu avec cette monnaie, et les gens utilisent plutôt cette monnaie comme pour sa fonction de réserve de pouvoir d'achat, et finalement pour le volet spéculatif. C'est-à-dire que quand les promoteurs de crypto-monnaie vous vendent la crypto-monnaie, vous disent « Ah, c'est en train de monter, vous avez 10 000 aujourd'hui, ce sera 15 000 demain. » Donc, à partir de ce moment, on ne peut plus véritablement la considérer comme une crypto-monnaie. On va plutôt parler d'un crypto-actif. C'est comme si vous allez prendre une action de Microsoft, en vous disant que comme Microsoft, tous les jours ça grandit, ou Facebook, et puis demain Facebook, si vous avez pris une action de 1 million, demain la valeur peut valoir 1 million 100 000. Donc vous avez grandi de 10 000. Donc aujourd'hui le Bitcoin n'est pas utilisé pour servir de moyen de transaction, mais il est utilisé pour la spéculation, pour des gens qui croient que le simple fait d'acheter ça, comme d'autres veulent l'acheter ensuite, ça va nous permettre de nous enrichir. Et de ce point de vue, c'est un truc dangereux parce que ça équivaut à ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi. La pyramide de Ponzi, c'est une fraude pyramidale. C'est-à-dire quoi? Vous dites à quelqu'un, si vous donnez 1000 francs, je vous donne, si vous me donnez 10 000, je vous donne 11 000 la semaine prochaine. Et tant que les gens entrent, vous pouvez effectivement donner 10% aux gens. Mais lorsque vous arrivez à votre maximum d'adhérents, c'est-à-dire que lorsque vous avez 10 personnes, si vous avez déjà vous-même 100 000, si 10 personnes vous donnent 100 000, vous savez que vous les remboursez parce qu'entre-temps, vous êtes déjà à 20. Après, vous êtes à 100. Après, donc, on peut continuer de monter. Mais le jour où vous arrivez à 1 million et qu'il n'y a plus d'adhérents, vous voyez donc parce que ce que vous recevez est payé par les nouveaux adhérents qui arrivent. Et lorsqu'il n'y a plus suffisamment de nouveaux adhérents pour payer l'intérêt, ça s'écroule. C'est ce qui s'est passé avec Mida. C'est ce qu'on appelle des fraudes pyramidales. Donc on monte la pyramide. Quand la pyramide atteint son maximum, le système s'écroule. Ceux qui ont joué avant, les premiers, gagnent. Mais ceux qui vont venir lorsque la pyramide s'effondre, perdent tous. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer avec les crypto-monnaies parce que pour qu'une monnaie soit véritablement une monnaie, il faut qu'elle repose sur quelque chose. C'est-à-dire que on sait qu'il y a de l'or, l'or est là et ça fait que si on a problème, on peut revenir sur l'or. Une économie, par exemple, si c'était un système, par exemple, des gens qui créent des monnaies complémentaires, donc vous avez un système d'échange et qu'à l'intérieur, vous décidez d'en faire votre monnaie. À ce moment, elle joue le rôle de monnaie. Mais ici, là, elle n'est reconnue comme moyen de transaction que dans très peu d'endroits. C'est-à-dire vous avez très peu de personnes qui acceptent de prendre la crypto-monnaie pour, si vous allez dans un supermarché de la ville, vous ne pouvez rien acheter en crypto-monnaie. Même en Europe, rares sont les endroits où les gens acceptent la crypto-monnaie. À partir de ce moment, elle perd le sens de monnaie. Dès qu'elle n'est pas utilisée, dès qu'on prend quelque chose qui est juste pour de la spéculation, on ne peut pas l'appeler monnaie dans un sens propre. Pour qu'elle devienne monnaie, par contre, il y a des des monnaies cryptées nationales, c'est-à-dire que vous avez le e-chrono, je crois, en Norvège, il y a un certain nombre de pays en Suède qui sont en train de vouloir adopter des monnaies, des crypto-monnaies, mais des crypto-monnaies nationales. Quand c'est une crypto-monnaie nationale, c'est vrai que le procédé ne sera plus le même, mais au moins à ce moment, on peut donner la caractéristique de monnaie. Mais pour les cryptos tels que les gens les vendent sur le marché camerounais et en Europe, c'est uniquement à des buts spéculatifs et ça aboutit à de l'escroquerie en fait. À la fin. Stéphane, cette question, la dernière avant de prendre la pause publicitaire, est-ce que des actualités un peu comme les événements évoqués
par Francis tout à l'heure, Mida, Mekit, et plus récemment, parce que bon, Mida, Mekit, c'était une monnaie papier. Moi, j'utilise des termes que je comprends. Et la dernière actualité, comme celle de, si c'est notre ami Émile Parfait-Sim, le promoteur de Global Investment Trading, où les uns les autres sont engagés, et finalement, il a été interpellé, libéré, etc. Est-ce que des actualités comme celle-là, où des Africains, des Camerounais notamment, ont été abusés, ne sont pas de nature à renforcer la crainte que les uns et les autres ont à l'égard de ces crypto-monnaies? Évidemment, je l'ai dit ici d'entrée de jeu, c'est de savoir que, vous savez, lorsqu'on est là, on doit éduquer. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre. C'est de comprendre qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Des projets comme ceux que vous venez de citer sont des projets qui ont tout simplement échoué. Moi, j'ai eu à rédiger des articles pour certains blogs, que ce soit des blogs canadiens, même américains, par rapport à ce sujet, où j'attirais l'attention de la diaspora de savoir réellement que la technologie qui leur est proposée ou le système qui leur avait été proposé était un système qui pourrait avoir des soucis plus tard. Mais ce que je voudrais... Qu'est-ce qui faisait problème à ce niveau? C'est l'encadrement, c'est la technologie? Bien, lorsqu'il y a une nouvelle technologie, la base, c'est l'éducation. Lorsqu'il y a une nouvelle technologie, partout dans le monde entier, on commence par l'éducation. Alors, créer un projet excellent, un projet grand comme celui-là, il fallait évidemment qu'il y ait des ressources humaines qualifiées qui devraient gérer cela. En fait, le problème qu'il y a eu, ce n'est pas un problème forcément qui était lié au promoteur. Je ne veux pas citer son nom pour ne pas donner l'impression aux gens que je le défends, mais je vais vous expliquer. Le problème qu'il y a eu et que beaucoup ne savent pas, c'est qu'en 2008, il y a eu sur les marchés financiers de manière globale et particulièrement sur les marchés des crypto-monnaies, ce qu'on appelle un bear market. Parce que en l'aube de 2018, fin 2017, début 2018, vous avez eu ce qu'on appelle un bull market, c'est-à-dire que les actions de certaines crypto-monnaies se sont multipliées par 10, par 100 pour certaines personnes, à savoir qu'il y avait des personnes qui avaient investi, comme le copanéliste disait tout à l'heure, Francis disait tout à l'heure, $100, ils sont retrouvés avec plus d'argent. Évidemment, lorsque les personnes voient cela, ils vont avoir ce qu'on appelle le FOMO. Ils se disent que voilà une bonne opportunité d'investissement parce que ça donne de l'argent rapidement. Et on sait que dans l'instinct humain, dans l'esprit humain, il y a toujours cette petite cupidité-là. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont investi. OK? Mais lorsqu'on a un bull market, on va toujours avoir une correction. OK? Et la correction, c'est quoi? C'est que des personnes qui vont entrer après les autres sur le marché vont alimenter le marché et les premiers vont prendre leurs investissements avec leurs intérêts, ce qui va faire le marché chuter. Et ayant peur de perdre, d'autres vont continuer à vendre leurs actions et le marché va chuter. N'oubliez pas aussi qu'on a eu la crise Covid qui est venue plomber l'activité économique, qui a contribué parce qu'aujourd'hui, il y a des corrélations qui ont été établies entre le marché financier, les actions, obligations et autres, et le marché des crypto-monnaies qui ont contribué davantage. Ça fait que quoi en réalité? Vous allez vous rendre compte que ce projet était au cœur de cette actualité où le marché a chuté de manière globale. Et donc, le cours de cette monnaie-là que je ne vais pas citer, qui était dans ce projet, a chuté. OK? Le cours a chuté et le propriétaire, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fait ça, j'ai compris qu'il s'était dédouané complètement et même qu'auprès de la justice, ce serait difficile de l'avoir parce que il est passé en mode, ça va être technique maintenant, dans un mode de blockchain fermé où il pouvait avoir le contrôle du cours de sa crypto à une mode de blockchain ouverte où la crypto devait être désormais cotée en bourse. Alors, une fois que la crypto a été cotée en bourse, ça a davantage contribué au crash parce que justement, il y avait eu des rumeurs et la rumeur qui est l'un des principaux activateurs de ce marché. Ce marché est carrément, pas carrément, mais principalement basé sur spéculation et bien d'autres choses. Ce qui n'est pas toujours mauvais, ça profite à certains. Mais sauf que dans un cadre où on veut réglementer et régulariser les choses, il faudrait que ce soit basé sur des faits, sur des éléments concrets et non la rumeur. Donc voilà pourquoi ce projet a eu l'échec. Mais il faut dire que ce n'était pas une histoire juste de crypto-monnaie. À la base, c'était un projet mobilier. C'était un système où il voulait donner la possibilité aux gens d'investir dans la construction des logements. Sauf que je pense que le marché, la technologie et l'environnement n'étaient pas encore assez matures pour accueillir un projet comme celui-là et pour que ce projet puisse réussir. Ça ne veut pas dire que le même schéma de projet ne pourrait pas réussir dans l'avenir.
ça pourrait également réussir parce qu'on a vu, rappelez-vous, je vais faire juste une petite digression, Airbnb aujourd'hui, de nombreuses personnes ont essayé le concept Airbnb, mais après la crise Covid et bien d'autres choses, on a vu l'explosion même des actions de cette entreprise-là ou de voir le fonctionnement. Même aujourd'hui au Cameroun, on a des gens qui gagnent leur vie en utilisant le concept Airbnb. Donc, c'est de dire que ce projet a échoué tout simplement parce que ce n'était pas encore le temps de pouvoir l'implémenter. On ne peut pas implémenter un projet comme celui-là dans l'environnement ou dans le cadre où on se trouve en ce moment. Au cœur de la discussion, 2 dernières questions avant de retrouver le second volet de l'échange de ce jour. Je vais aller vers Francis Bitioka. Lorsqu'on parle de ces crypto-monnaies qui ont du mal à s'enraciner au Cameroun et notamment en Afrique centrale, laquelle des explications de votre point de vue est à mettre le plus en avant? Est-ce que c'est l'ignorance des potentiels utilisateurs ou encore c'est le rapport de force à l'échelle internationale? On rappelle que très souvent des idées nourries et portées par les Asiatiques, les Orientaux ne sont pas toujours bien accueillies par les Occidentaux. Pardon, préciser un peu. Oui, on note sur le terrain que les Camerounais, les Africains ne sont pas très portés vers ces crypto-monnaies-là. Okay. Pour vous, c'est quoi? C'est l'ignorance ou alors c'est parce que, bon, le projet étant initié par les Orientaux, forcément les Occidentaux là, mettent des obstacles pour son implémentation. D'accord. En fait, je ne pense pas que le projet n'est pas porté par les Orientaux. Je crois que c'est des Américains, même le Yamamoto, je ne sais pas, il était américain. Enfin, je crois que c'est soit japonais, soit américain. Mais bref, c'est parti des États-Unis. Et le gros problème que nous avons dans la finance en général, c'est qu'il y a une exclusion financière de l'Afrique qui est, je ne sais pas si elle est voulue, si elle est organisée, mais je crois qu'elle est au moins pensée. Et nos dirigeants ne font rien pour en sortir. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque vous essayez d'utiliser une carte de paiement, d'abord, il y a un moment, ce n'était pas possible d'avoir une carte Visa, PayPal et tout. Aujourd'hui, vous pouvez en avoir, mais vous pouvez acheter à l'extérieur, mais vous ne pouvez pas encaisser de l'argent. Donc, vous ne pouvez pas vendre, donc vous payez sur PayPal. Vous ne pouvez pas vendre, donc vous payez sur Visa. Vous pouvez acheter en Europe, donc eux ont beaucoup d'argent, mais nous qui n'avons pas assez de devises, nous pouvons acheter. Mais vous ne pouvez pas vendre en ligne. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que M. Tadoum qui est là, qui fait des prestations, hein, vous pouvez faire une prestation au Cameroun pour une entreprise qui est basée en Inde et tout, mais on ne peut pas vous payer. Pour vous payer, il faut passer par la banque, par des systèmes très complexes. C'est la même chose qui se passe. Moi, la crypto-monnaie, à un moment, j'ai voulu un peu essayer. Et quand vous allez sur des crypto-monnaies, je veux dire, quand vous allez sur les plateformes, on vous dit qu'à partir du Cameroun, vous ne pouvez pas acheter des cryptos. Donc, vous voyez que vous êtes obligé de passer par quelqu'un qui est en Europe, qui a un correspondant sur place, vous voyez. Donc, ça limite l'accès. Donc, on n'arrive pas à accéder. En plus du problème qu'on a moins de téléphones portables, moins de haut débit, moins d'Internet. Mais il y a une restriction, c'est-à-dire que vous êtes basé en Afrique. J'ai essayé souvent les Coinbase, les machins. Vous voulez un peu acheter, bon, j'ai 10 000 là, je prends ma carte Visa. Mais on vous dit non. De là où vous êtes, vous ne pouvez pas acheter. Donc, vous vous retrouvez que vous êtes exclu. Donc, résultat, vous êtes obligé de passer par des intermédiaires qui, eux, ont peut-être des contacts en Europe qui leur permettent d'avoir soit une carte Visa européenne, soit vous voyez, mais vous ne pouvez pas directement accéder. Vous êtes obligé de passer par des intermédiaires. Et ça, c'est une des premiers freins. En dehors de la culture numérique, la e-banking, c'est des choses qui sont encore nouvelles. Mais je crois qu'un des facteurs les plus bloquants, c'était le fait qu'on ne puisse pas acheter directement, par exemple, des cryptos sur Internet, sur des plateformes internationales. C'est Stéphane Tadoum, votre dernière intervention et le dernier propos sur le sujet. Est-ce que finalement, comme l'évoquait brièvement Francis tout à l'heure, le taux de pénétration Internet en Afrique et au Cameroun, qui pour l'instant est faible, ne limite pas aussi l'implémentation et puis même le décollage
de ces crypto-monnaies-là? Merci de cette question. Vous allez peut-être permettre que je revienne un peu. Aucun souci. Je ne vais pas commenter, il a dit est très intéressant. Et évidemment, Francis a cité les freins. Mais je voudrais peut-être rappeler que l'Afrique n'est pas en retard. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous allez dire l'Afrique, oui, de manière globale, mais individuellement. Nous avons parlé ici de la Centrafrique, qui est le deuxième État au monde à utiliser le Bitcoin comme une monnaie légale. Okay? On parle également du Nigeria, qui est également l'un des 3 premiers au monde à implémenter ce qu'on appelle une monnaie numérique de banque centrale, c'est-à-dire une crypto-monnaie numérique qu'on appelle le e-Naira, qui elle est en train d'implémenter. Vous avez également la Tanzanie, le Mozambique, qui sont en train de mettre en œuvre des projets. Le problème en réalité, il me semble que c'est que beaucoup de personnes parlent tout simplement du Bitcoin. Je le répète, j'aurais l'impression de me répéter, mais il faudrait que les gens comprennent. Beaucoup d'États en Afrique sont en train de déployer des projets qui sont autour de la crypto-monnaie. Et quand on parle de ces projets-là, vous avez vu en l'occurrence le projet Sango. C'est vrai, le président Faustin Archange Touadéra a parlé de Bitcoin, mais après il a déployé un projet qui montrait comment, à travers la crypto-monnaie, il peut financer les investissements liés à l'exploitation des ressources naturelles. Alors, je voudrais déjà qu'on comprenne que même si vous allez regarder les statistiques en ce qui concerne le taux de pénétration de certaines applications de la blockchain, à savoir des NFT ou même certaines crypto-monnaies, il y a des États africains comme le Nigeria qui sont parmi les 10 premiers, qui dépassent même de loin certains États au niveau de l'Europe et même en Amérique. Et je vous ai dit, en 2022, le président Joe Biden a publié un ordre où il demandait au gouvernement de travailler sur la question. À Dubaï également, ils ont déployé des stratégies spécifiquement, le gouvernement a déployé des stratégies spécifiques pour l'exploitation du potentiel de la blockchain. Pour revenir donc à l'Afrique, comprenez évidemment que la fondation technologique que nous avons, à savoir par exemple Internet, ne nous permettrait pas forcément de bénéficier à 100% du potentiel de cette technologie, mais ce n'est pas un frein à 100%. Je vais dire pourquoi. Francis a parlé des plateformes d'investissement. Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, vous avez des dizaines de plateformes. Ces derniers mois, vous avez des dizaines de plateformes, à savoir par exemple Binance, qui est vraiment présent en Afrique, qui peuvent vous permettre de pouvoir acheter ces actifs-là. Mais en allant les acheter, sachez que c'est à vos propres risques et périls. Sauf qu'aujourd'hui, avec même le mobile money ou même vos cartes Visa, vous pourrez avoir accès. Mais je continue d'insister qu'avant de pouvoir acheter cela, il faudrait d'abord vous éduquer. Et je voudrais, vous avez dit que c'était la dernière question sur cet aspect-là. Moi, par exemple, j'ai écrit des articles où je proposais à l'Afrique d'implémenter dont on a toujours parlé, une monnaie numérique africaine. On parle toujours de sous-région. Chacun veut se regrouper, se recocriviller sur ton petit territoire. Mais l'Afrique, c'est plus d'1,2 milliard d'habitants. Je parle sous le contrôle d'un économiste. Et la puissance de l'Afrique, c'est le marché, c'est la taille de la population. Réunis individuellement, nous sommes faibles en tant qu'État. Mais réunis, on devient puissant. Imaginez ce qu'une monnaie numérique de banque centrale. C'est-à-dire, c'est une crypto-monnaie, mais c'est stable. Ça veut dire que la volatilité ou la fluctuation n'est pas accrue comme celle que le Bitcoin connaît. Par exemple, elle peut être facilement maîtrisée, contrôlée par l'État, régularisée. Mais imaginez ce que ça peut apporter au niveau continental. Ça veut dire que ça va booster le commerce. Ça va favoriser les échanges. Moi, je travaille sur Internet depuis 8 ans. Je peux vous dire que Internet a un potentiel exponentiel. Parce que je connais des gens qui gagnent des milliers de dollars. Je ne dis pas en faisant des Ponzi ou des MLN ou quoi que ce soit. En travaillant. Par exemple, il a parlé du consulting. J'écris des articles pour des blogs à l'étranger. S'il n'y a pas de moyens de paiement, comme il disait tout à l'heure, ça ne va pas marcher. Vous voyez, il y a le e-commerce. Le e-commerce génère des milliards chaque jour. Mais est-ce que le e-commerce est déployé en Afrique? Non. Pourquoi? 2 principaux problèmes, le transport et la monnaie. Parce que, justement, on a ces problèmes d'outils pour pouvoir effectuer des transactions et autres. Mais alors, imaginez qu'on ait, par exemple, une crypto-monnaie continentale. Je ne veux même pas parler régionale. Parce que, forcément, sachez une chose. Avec le temps, où je peux vous garantir on finira par avoir une crypto-monnaie qui est peut-être comme le CFA ou je ne sais pas quoi, mais un stablecoin, ça va être peut-être la monnaie numérique de la BEAC. OK? Mais sauf que moi, je vais au-delà de cela. J'appelle à une crypto-monnaie à l'échelle continentale
qui va favoriser les échanges. Imaginez quand vous voulez acheter au Nigeria, vous voulez acheter en Afrique du Sud et que vous êtes des entreprises, vous allez passer par des crédits documentaires, par des choses qui engendrent des frais, perte de temps et vous êtes soumis au risque de change. Mais aujourd'hui, avec une crypto-monnaie qui est propre à tout le monde, on va éviter tout cela et forcément on va booster l'économie. Donc voilà un élément important que je voudrais apporter. Oui, on prend respiration de 10 secondes et on revient parler justement de cette zone CEMAC qui, les prochaines années, devra, pour ne pas dire les prochains mois, encore poursuivre son idylle avec le franc CFA. Écoute. L'antenne FM 89.3 s'enrichit et grandit d'un nouveau programme Midi sur les ondes. Midi sur les ondes. Soleil, lumière de Dieu. C'est l'un des enseignements du 15e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Francis Bichoka, est-ce que la montagne a accouché d'une souris ou alors c'est nous autres qui avons un peu été trop zélés au niveau des attentes? C'est-à-dire le bail avec le franc CFA se poursuit sereinement. C'est vrai que le professeur Fossa Akanj Touadéra, le lendemain, au cours d'une conférence, dit que ses collègues et lui ont proposé un élargissement au niveau ministériel de la réflexion entamée par la Banque centrale et la commission de la CEMAC. Bon, vous savez, il s'agit d'hommes politiques, de chefs d'État dont on connaît, entre guillemets, les limites intellectuelles. Pas d'intelligence, ils sont intelligents, certes, puisqu'ils réussissent à rester au pouvoir, mais les limites intellectuelles à pouvoir penser, à pouvoir se projeter dans une pensée prospective. Donc, c'est des gens qui sont plus des conservateurs, qui essayent de faire ce qu'ils savent. Donc, je ne les vois pas trop pousser vers l'innovation. Parce que l'innovation comporte des risques. Vous voyez, la crypto-monnaie, c'est des risques. Or, le CFA, ils savent comment ça marche. Ils savent qu'avec ça, depuis longtemps, ils sont au pouvoir. Ils peuvent manger, dormir. Il y a un peu de stabilité. Pourquoi changer? Ça, c'est la première chose. Donc, moi, personnellement, j'attendais pas grand-chose parce que je pense également que sur cette monnaie, il y a trop de problèmes émotionnels. Il y a trop de lectures émotionnelles. Moi, je pense que le problème n'est pas d'avoir le CFA ou de ne pas l'avoir. La Côte d'Ivoire, le CFA, ils ont une balance commerciale excédentaire de plus de 1000 milliards. Le Camerounais, le franc CFA, il a une balance commerciale déficitaire de plus de 600 milliards. Donc, vous ne pouvez pas, ce n'est pas la monnaie qui fait l'économie. La Côte d'Ivoire dit, le principe pour avoir une balance commerciale excédentaire, c'est de vendre plus de produits qu'on en achète. Donc, qu'est-ce que les gens achètent? Ils achètent le cacao. Donc, il a maintenu le cacao. Nous, on est sorti du cacao parce qu'on a dit ça ne rapporte plus. Sauf que, en fait, on se retrouve à ce qu'on n'a plus de produits qu'on peut vendre à l'extérieur qui nous donnent les devises. Or, nous achetons tout à l'extérieur, les téléphones, les vestes, les machins, les chaussures. Donc, à partir de ce moment, comment on fait? Donc, la question n'est pas, c'est des questions émotionnelles, parce que si on donne, il y a des pays africains qui ont eu des monnaies. Ça a été des clashs. Donc, est-ce que si on donne la monnaie à des chefs d'État de nos régions qui peuvent se lever le matin et dire, produisez-moi 20 milliards pour que j'augmente les salaires, est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans des spirales? Donc, le problème pour moi n'est pas tellement la monnaie. Moi, je pense que les problèmes en Afrique centrale sont autre chose. Et quand ils viennent là, moi, je n'ai même pas vraiment suivi le sommet. Parce que je sais que pour moi, c'est un peu un perdant. La seule chose que je peux reprendre sur le sommet, et peut-être qui n'est pas dans l'acte que vous avez prévu, c'était la présentation du successeur du président Biya. Le professeur. Oui, c'est-à-dire que non, je parle du président Biya. Franck Biya, je parle de Franck Biya, qui a été présenté, encore une fois de plus, comme étant le successeur qui a participé à des huis clos et qui a été présenté dans l'ordre protocolaire. On a mis sur un fauteuil, sur un trône,
Madame Chantal Biya, comme une reine. Et à côté d'elle, il y avait Franck Biya, prince héritier. Puis il y avait le ministre d'État Ferdinand Gongo et les autres. Donc vous voyez qu'on vient de nous donner un symbole très très fort, de nous dire que le Cameroun est une royauté, c'est une monarchie. Et dans l'ordre protocolaire de la monarchie, c'est le souverain, c'est la femme du souverain et c'est le prince héritier. Le gouvernement vient après. Donc nous sommes entrés dans la féodalité et c'est ce que nous avons vu quand le monsieur Franck Biya est allé à Fumban rencontrer le sultan. Il était assis au même niveau que le sultan, donc il est traité comme un souverain. Il est allé à Rebouba et c'était pareil. C'était une façon de nous dire que la succession ne sera pas une succession forcément démocratique, forcément républicaine ou constitutionnelle, mais elle a un caractère divin parce qu'elle s'inscrit dans la logique royale. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que c'était peut-être la chose la plus forte qu'on pouvait retenir. Et je crois même que c'est ça qui intéressait plus ces gens, puisqu'après, qu'est-ce qu'on a fait? Ils étaient tous au grand complet. On venait leur présenter, comme on l'a fait quand la dernière visite du président Macron. Mais nous, ce que nous disons, c'est que non, il y a des règles. Quand on veut mettre quelqu'un, le président est libre de choisir son successeur au sein de son camp politique. En ce moment, on adoube le monsieur Franck Biya au RDPC, on le met dans l'appareil de l'État, on lui donne les positions les plus élevées pour qu'il ait la place protocolaire qui convient, mais qu'on ne donne pas des positions protocolaires à des personnes qui n'ont pas qualité. Le fils du chef de l'État, il n'est rien dans la République pour avoir une position protocolaire dans un événement du plusieurs estiment que, bon, sa responsabilité de conseiller du chef de l'État. Il a été nommé quand? Vous avez un acte de nomination comme conseiller, et même un conseiller ne peut pas passer devant un ministre d'État. Fut-il conseiller spécial, c'est un rang de ministre, peut-être moins qu'un ministre, c'est secrétaire d'État, ministre délégué. Mais en aucun cas, il ne peut être devant le ministre, secrétaire général de la présidence. Donc vous voyez comment on humilie. C'est-à-dire que c'est des images d'une violence presque équivalente à celle de MZ. Alors, parce que, en fait, on viole la conscience des Camerounais. C'est-à-dire que vous voyez pour des Camerounais qui parlent démocratie, qui parlent alternance, on vient vous montrer une scène comme ça. Là, ces images s'incrustent dans votre subconscient et vous prenez même peur. Vous avez même peur de parler parce que vous vous dites, si je parle, est-ce que je vais voir mes enfants grandir dans un environnement où les gens meurent chaque jour, ils sont assassinés et il n'y a pas de suite. Alors, quand vous voyez ce genre de choses, on le fait. C'est-à-dire que devant vous, pour vous dire on va faire ça et vous allez faire quoi? Bon, comme nous on ne peut pas voir et nous se taire, on se dit bon, peut-être qu'on va nous taper après, mais avant de nous taper, qu'on est quand même dit, parce que nous sommes dans une chaîne chrétienne et on dit ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent tuer l'âme. Donc je pense que quand au moins on n'a pas peur même de s'exprimer, alors on est déjà dans l'esclavage. Stéphane Tadoum, est-ce qu'aujourd'hui le retrait du Cameroun, le retrait de la zone Afrique centrale, du franc CFA, est une nécessité? Puisque je m'en tiens à quelques chiffres qui ont été communiqués. On nous apprend par exemple que la zone CEMAC se porte le mieux sur le continent pour ce qui est de l'inflation qui a été maîtrisée à 5%, la croissance serait bonne 2,9 qui va vers les 3,3. Autant de chiffres qui donnent plusieurs d'estimer que bon, si avec le franc CFA, la zone Afrique centrale se porte bien, pourquoi ne pas conserver cette monnaie? Merci pour cette question. Vous savez, Francis a soulevé des points importants et j'ai retenu un élément crucial, c'est de savoir que la monnaie n'est pas forcément l'outil principal sur lequel il faut focaliser pour booster l'économie. Je ne suis pas un expert en économie, il en est un, mais je voudrais attirer l'attention sur un fait. C'est que de plus en plus, justement, dans les médias, dans les journaux et partout où on parle de cette histoire de franc CFA, pour moi, qui en réalité, à mon humble avis, est une grosse distraction. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que le Cameroun en particulier, l'Afrique en général, pourrait se focaliser sur un certain nombre d'éléments. Et aujourd'hui, on est en train de parler d'une transition technologique. Je préfère parler de cela pour revenir à comment ça peut impacter l'économie. De savoir qu'aujourd'hui, vous avez parlé de démocratie. J'écrivais un article avant-hier sur comment rendre la démocratie transparente à travers la technologie.
Et parlant de technologie, justement, nous parlons de blockchain, où l'une des applications qu'on appellerait, par exemple, le DAO, pourrait permettre de créer un système électoral transparent. C'est-à-dire que les gens vont voter et qu'il n'y aurait pas, je dis bien, il n'y aurait aucun moyen de trafiquer les votes. Ça, c'est l'un des éléments. Alors, si on est dans un État où on voudrait que les choses se fassent de manière transparente, pourquoi ne pas envisager ces choses? Je dis à peut-être ceux qui viendront même après, ou même ceux qui sont là en ce moment, de penser à ces alternatives, si tant est qu'on voudrait rassurer que les choses sont transparentes. Maintenant, revenant à l'économie. Aujourd'hui, je vous ai dit, je le rappelle, que je suis en ligne depuis un bon nombre de temps et je vais vous donner les éléments concrets. Aujourd'hui, j'ai eu à recruter et à travailler avec des personnes qui sont juste des animateurs des groupes WhatsApp. Ça, c'est déjà une profession. Mais dans nos pays, on ne connaît pas. Animateur des pages web, c'est une profession d'avenir. Il y a des gens qui gagnent 100 000, 50 000 francs, 150 000 francs, 200 000 francs par mois en faisant juste ces choses-là. Il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat online. Beaucoup de gens parlent afropreneur. Moi, je vais parler du e-entrepreneuriat. Dans le domaine du digital, on a de nombreux métiers qu'on pourrait développer et l'État devrait encourager ou mettre en place des instruments ou des organismes qui peuvent aider à développer cela. Pourquoi ne même pas avoir les statuts d'entreprise en ligne? Moi, je connais une entreprise en ligne qui fait plus de 20 millions de francs CFA l'année, qui ne paye pas un franc CFA de taxes, d'impôts. Vous imaginez? Et il y en a tellement. Il y a des gens qui font des centaines de millions de francs CFA par an au Cameroun sur le digital. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas justement à réguler cela, à organiser? Pourquoi on ne peut pas avoir, peut-être je vais dire un ministère qui s'occupe uniquement de cette activité? Parce que c'est l'avenir. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle avec ChatGPT et de nombreux autres outils qui deviennent en réalité des assistants virtuels qui sont même plus efficaces que certains experts. Ça veut dire quoi? Je voudrais attirer votre attention. Peut-être ça va faire l'objet de prochaines émissions que vous aurez. Avec la transition technologique qui est en train de se faire, si on ne suit pas, je peux vous garantir que l'Afrique va encore régresser. Pourquoi? Francis, l'économiste, l'a dit, pour avoir une balance économique excédentaire, il faut vendre plus. Qu'est-ce que nous allons vendre? Quand les autres États viennent nous vendre, qu'est-ce que nous allons vendre? Je peux déjà donner un conseil à nos dirigeants. On peut les vendre les ressources humaines. Parce que je peux vous dire que les Indiens, les Pakistanais, aujourd'hui travaillent pour des entreprises aux États-Unis en étant en Inde. Et parce que les Américains ont compris qu'en les embauchant à distance, ils ont la compétence parfois équivalente et même parfois plus que ceux qu'ils embauchent sur place. Mais alors, comprenez ceci, ils payent un ingénieur en Inde, par exemple, $1,000 l'année. Or, ils auraient payé 6 000 ou 7 000 $ aux États-Unis. Voilà quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que si on commence déjà à former les jeunes dans ces nouveaux domaines-là, qui sont liés à l'évolution de la technologie, on pourrait aider des milliers de jeunes, au lieu de dire qu'ils cherchent à être embauchés par une entreprise XY, à travailler, work at home, le nouveau concept, à travailler depuis la maison avec leur ordinateur portable et de pouvoir justement conquérir le monde. Par ailleurs, vous avez vous avez dit tout à l'heure le poste que j'occupais, le responsable de développement Afrique-Europe chez Rocksteady, c'est un cabinet américain. Ok? C'est un cabinet aux États-Unis. Vous comprenez la suite. Francis, c'est avec vous que nous bouclons. Maintenant, les lendemains de cette zone Afrique centrale, pour ce qui est de sa monnaie, seront lesquels, sans être mage? On sait par exemple que nos frères ivoiriens, l'écho, ça n'a pas trop donné. On sait que le voisin nigérian a le naira. Est-ce que c'est ce naira qui fonde sa prospérité, les jours qui arrivent? Et bon, ces lendemains-là, comment est-ce que vous les entrevoyez? Je ne vois pas beaucoup de changements. Comme je vous ai dit, vous avez des dirigeants qui sont anciens, qui sont âgés, et c'est rarement à cet âge qu'on change. Maintenant, si on change, je crois qu'aujourd'hui, on a revu un peu le compte d'opération. Il n'est plus basé en Europe, on a rapatrié les fonds en Afrique. Mais le problème, ce n'est pas là. Vous allez voir qu'on l'a fait et rien n'a changé. Parce que les gens pensaient que quand on met l'argent là-bas en France, ça donne tellement d'intérêt. Ça ne donne rien parce qu'en fait, l'argent, c'est-à-dire on vous dit que quand vous avez vendu $10, on prend les $10, on garde et on vous donne
en retour l'équivalent en CFA. Donc vous pouvez créer l'équivalent en CFA au Cameroun. Mais quand vous allez utiliser les CFA, on va diminuer ici là. Donc en fait, ce n'est que un peu comme une forme de gage. Mais ce n'était pas parce que ça était là-bas. Donc, mais comme les gens essayent qui n'y comprennent rien et qui veulent être intéressants, ils chauffent les foules en disant oh, notre argent là-bas, ça donne. Bon, depuis qu'on a rapatrié cet argent, je crois ils ont fait à la CEDEAO. Je ne sais pas si on l'a déjà fait totalement chez nous. Donc ce n'est pas là la vraie question. La vraie question est que le CFA, en réalité, le vrai problème, et je crois que l'économiste Dieudonné Somba le rappelle à suffisance, le CFA, ce n'est pas une monnaie camerounaise. Le CFA, c'est l'euro. Il faut toujours vous mettre dans la tête que le CFA, franc CFA égale euro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand vous allez par exemple dans des pays comme le Congo démocratique, le Zaïre, vous allez voir que dans tous les pays qui n'ont pas leur propre monnaie, le Ghana, enfin qui ont leur propre monnaie, ils utilisent la monnaie, deux monnaies. Vous allez tout voir, quand on parle au Ghana, parfois on parle en dollars. Vous allez au Nigeria, on parle en dollars. Quand les vraies transactions arrivent, on parle plus en naira. Donc dans ces pays, vous avez la possibilité de traiter en dollars ou en euros, comme vous voulez. Et donc la plupart des transactions qui ne veulent pas être soumises aux fluctuations se font en dollars. Donc nous aujourd'hui, il faudrait qu'on ait une autre monnaie. C'est-à-dire que l'enjeu d'avoir une monnaie nationale, ou alors d'avoir, j'avais proposé ça pendant le Covid, d'avoir une e-monnaie nationale qui peut fonctionner à partir du téléphone, de telle manière qu'un certain nombre de transactions soient faites à l'intérieur et ça ne sort pas. Donc c'est un argent que vous pouvez utiliser qu'entre Camerounais, mais vous ne pouvez pas l'utiliser à l'extérieur. C'est le principe de la monnaie binaire, parce qu'il y a des transactions qu'on peut faire à l'intérieur. Sauf que si vous faites cette transaction en CFA, et que le CFA, qui est l'euro, va toujours être attiré par les dépenses faites, les achats faits en euros. Et donc, à la fin, vous vous retrouvez à ce que vous n'avez plus de ressources. Et c'est ça le gros problème qu'on a avec la BA. Comment faire pour que nos réserves de change ne s'amenuisent pas? Ça, effectivement, en utilisant les méthodes de crypto et tout, créer une monnaie nationale, mais pas basée sur le papier, parce que le papier est falsifiable. Il est multipliable. C'est de créer une monnaie locale, mais une monnaie numérique locale pour les échanges locaux qui permettent de payer une euro, qui permettent de faire un certain nombre de transactions. Merci. 10 secondes pour terminer, oui. Alors, moi, je voudrais dire deux choses. D'un côté, au niveau des dirigeants, de savoir qu'il faudrait davantage explorer les possibilités de la blockchain à travers ces applications. On a de nombreuses applications, les métavers, les NFT, la finance décentralisée et beaucoup d'autres éléments. Mais au niveau des jeunes, c'est de ne pas tout simplement courir vers la spéculation, vers je vais investir et gagner beaucoup, mais penser à identifier les métiers d'avenir de ce domaine-là qui sont pluriels et qui pourraient réellement les aider à pouvoir devenir libres financièrement, parce que c'est tout ce que nous cherchons. Merci. Vous écoutez RAD FM.